remarques et de commentaires et des questions également. Il y avait une question de Marie-Claire sur la question du stress post-traumatique. Alors, un syndrome de stress post-traumatique est autre chose qu'un traumatisme. Et donc, ça n'est pas un syndrome de stress post-traumatique tel qu'on peut le voir dans des cas d'agression violente et sauvage, dans des cas de situation d'attentat ou de situation de guerre. Évidemment, ça n'est pas la même chose, mais c'est un traumatisme quand même qui peut être présent. Voilà, ça c'était pour ces éléments-là. Et puis, il y avait la question aussi de l'échelle MBI sur le burn-out, qui est une échelle que l'on utilise généralement pour des personnes qui sont encore en activité, c'est-à-dire qui ne sont pas en burn-out, mais qui sont à un niveau critique de risque de burn-out peut-être élevé, ça sert à mesurer ça. Et donc, effectivement, il y a ces trois notions d'épuisement professionnel, sentiment de dépersonnalisation, et puis l'épuisement, épuisement émotionnel, sentiment de dépersonnalisation, et puis épuisement cognitif. Voilà. Au niveau des questions, alors, dans les questions, le pourcentage de reprise, Xavier, ça a été abordé, hein, c'est très, très faible. Ce qu'on voit parfois se faire, c'est qu'il y a d'abord une reprise dans l'entreprise, soit sur le même poste ou un poste similaire avant un départ de l'entreprise. Ouais, c'est une bonne démarche, ça. Ça peut être une bonne démarche dans la question du facteur temps dont on parlait tout à l'heure. Et puis, c'est aussi une période où, d'une certaine façon, on est sécurisé, puisqu'on est toujours chez son employeur et on est sécurisé par la situation médicale avec les préconisations médicales. Voilà. Sonia demande, faut-il voir des avocats particuliers pour défendre ses droits? Est-ce qu'il faut que l'avocat soit spécialisé ou pas? Alors, Diane et Florence. Alors, juste pour mes mots, aller devant le Conseil des prud'hommes, il n'y a pas d'avocat obligatoire, c'est pas par le ministère d'avocat obligatoire. Donc, juste rappeler pour information qu'on peut y aller seul en qualité de salarié et d'ailleurs seul en qualité d'entreprise. On peut aussi choisir de se faire accompagner par un défenseur syndical. Donc, tous les grands syndicats ont des défenseurs très compétents qui sont au prud'homme très régulièrement. Et puis ensuite, il y a nous, les avocats. Alors, spécialistes ou pas, ça, c'est chacun voit midi à sa porte. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans le domaine médical. Prendre un spécialiste, on a sans doute l'idée que l'avocat maîtrise bien son domaine d'activité. Mais en revanche, ça peut être tout à fait un avocat relativement généraliste. Oui, sauf qu'en fait, il faut quand même que l'avocat il ait les réflexes, c'est-à-dire que l'avocat qui fait pas de droit du travail, qui sait pas chiffrer un préjudice, moi je me permets, mais je pense quand même qu'il est préférable quand même d'aller voir un avocat qui est spécialisé en droit du travail parce que pour des raisons évidentes. De maîtrise de la procédure, de savoir comment dialoguer avec l'inspection du travail, comment approcher le médecin du travail. Tout ça, c'est quand même très pragmatique. Et si on ne sait pas faire, si on fait du droit immobilier, on n'a pas la sensibilité pour quoi. Clairement. À cela, est-ce qu'on peut rajouter le fait que le droit du travail est un droit qui est quand même beaucoup basé sur de la jurisprudence et que ça nécessite une veille juridique constante pour être à jour de l'évolution de la jurisprudence? Oui, c'est un droit qui est extrêmement jurisprudentiel, qui est extrêmement mouvant. Il faut être à l'écoute en permanence de cette évolution. Et puis, des débuts d'évolution, il faut en plus pouvoir anticiper ce que la Cour de cassation va éventuellement pouvoir dire. Et en plus, ce qui est particulier en droit du travail, c'est c'est un droit qui est terrain, c'est-à-dire que ce qui va finalement être décidé à Paris va pas forcément être la même chose à Rennes ou à Marseille. Il y a des sensibilités différentes aussi en fonction des lieux. Donc c'est quand même et aussi des domaines de travail, des environnements de travail, ça va être un peu différent aussi. Donc ça, faut être quand même très à l'écoute de ces. Et puis la particularité que vous avez bien en tête aussi en droit du travail, c'est qu'il y a une multiplicité de textes, j'allais dire, de façon très très récurrente. Donc là, par exemple, on peut prendre le cœur de l'actualité sur le pass vaccinal. Hein, ça nécessite vraiment une souplesse et comme le rappelait Sébastien, d'avoir une veille très très importante. Donc au niveau des textes et de la jurisprudence, bien sûr. Et donc c'est vrai que prendre un avocat qui a ses repères et qui se donne le temps de se former, c'est forcément préférable.
c'est sûr. Et nous, les personnes qui viennent nous voir, parce que j'ai vu qu'il y avait une question comme ça de personnes qui disaient, oui, mais c'est très énergivore de se défendre. C'est tout à fait vrai. Et c'est la raison pour laquelle, généralement, on prend un avocat. Alors, ça reste énergivore parce que c'est vrai que l'avocat ne peut pas travailler seul. Mais malgré tout, l'idée, c'est quand même de déblayer le terrain, d'aider à y voir plus clair, à s'y retrouver quand même sur les éléments de preuve qu'on n'a pas, qu'on peut bien. Donc c'est quand même et élaborer une soulager, stratégie aussi, parce que l'avocat, il est là pour essayer de donner le ton de l'ensemble du dossier une fois que le client a pu exposer la situation de part et d'autre, côté salarié, côté employeur, et d'élaborer une vraie stratégie. C'est vrai que là, on fait le relais en termes de pièces, en termes de preuves et en termes de stratégie globale du dossier sur aller au prud'homme, négocier, quelle demande former de part et d'autre. C'est l'intérêt, évidemment. Oui, tout à fait, ouais. Et Patricia? On a perdu notre animateur. Alors, Patricia, au moment où je prenais la parole, ça a été déconnecté. Donc, Patricia faisait remarquer qu'il est difficile de demander des aménagements de poste quand les tâches sont nocives ou inhérentes au poste, effectivement. Donc, faut-il dans ce cas demander plutôt un changement de poste plutôt qu'une inaptitude? Comment faire? En fait, si les tâches sont, si on estime que les tâches, la nature des tâches même sont à l'origine d'une difficulté, effectivement, on peut pas, à mon sens, on peut pas rester sur les mêmes tâches, hein, mais donc ça paraît évident. C'est le médecin du travail qui va intervenir là, sur le sujet. Et Ouais. le médecin du travail, c'est son job, justement, dans le cadre des visites de pré-reprise, et qui va faire le diagnostic du poste, et puis qui va mettre ça en perspective, en fait, avec... j'ai un écho, je ne sais pas si vous l'avez aussi, mais moi j'ai un écho. Je suis désolé. Qui va mettre en perspective les possibilités d'aménagement de poste ou pas. Et s'il n'y a pas de possibilité, il va aller vers l'inaptitude. Au poste. Oui. Mais c'est vrai que la fiche de poste, elle est toujours cruciale parce que, je sais pas, il y a pas mal d'employeurs qui peut-être négligent ou font ça un petit peu rapidement. Mais les fiches de poste et l'évolution des fiches de poste, c'est quand même important parce que c'est ce qui est demandé par la médecine du travail dans ces situations-là. C'est systématiquement demandé et on s'y raccroche beaucoup. Qui me demande si la reconnaissance de maladie professionnelle par la C2RMP est accompagnée d'une enquête menée au sein de l'entreprise pour la reconnaissance de maladie professionnelle. À ma connaissance, il n'y avait pas d'enquête menée auprès de l'entreprise. C'est un dossier médical instruit. Est-ce que vous avez des éléments sur ça? Alors si sur l'enquête, je pense sur l'audition en fait que peut faire l'enquêteur donc dans les locaux de l'entreprise et également auprès du salarié. Et donc c'est l'audition. J'imagine que Kim parle de ça, c'est-à-dire que le PV d'audition, les éléments qui sont fournis de part et d'autre, factuels, médicaux et autres, qui sont consignés dans la fameuse dans le dossier, exactement. Dans le dossier, oui. Et oui, on peut avoir accès au dossier, c'est-à-dire on peut connaître les éléments qui ont été communiqués par l'autre partie. Tout à fait, c'est totalement possible. Et donc, en fait, il faut en faire la demande auprès de la CPM pour devoir la copie du dossier. Et soit dit en passant, ce sont des agents assermentés. Oui. Oui. Et là, après, c'est vrai que peut-être que l'enquête, c'est un mot un peu fort parce que parfois, ça se résume en fait à un formulaire de questions en fait qui est envoyé. Parfois, il se déplace pas systématiquement. Voilà. C'est pour ça que je doutais d'une enquête dans le sens où on va sur place dans l'entreprise, enquêter, etc. Parfois, oui. Mais très souvent, finalement, il faut déjà que l'employeur soit d'accord. Très souvent. Et, enfin, moi, je sais pour des clients que nous avons qui sont employeurs et à qui on a recommandé d'accueillir les enquêteurs, enfin les personnes de ce comité, parce qu'on trouvait que c'était plus intéressant qu'il y ait un vrai. Mais c'est pas toujours, c'est pas systématique. Et pareil, le médecin enquêteur côté salarié peut se déplacer au domicile du salarié, ce qui est parfois précieux quand il y a un état de santé un peu fragile. Et puis aussi, de façon pragmatique, parce que le salarié, il a tout à portée de main et des éléments qu'il n'a pas forcément pensé à réunir, mais au cours de l'audition, qu'il va pouvoir glaner, puisqu'il est chez lui, et apporter les éléments très concrètement à l'enquêteur. D'accord. Sonia demandait s'il y avait des financements pour accompagner les personnes en burn-out. À part tout ce qui est médecin psychiatre qui est remboursé par la sécurité sociale,
certains parcours de psychologues maintenant qui commencent à l'être, ou des soins en CMP, centre médico-psychologique, il n'y a pas de financement pour ça, hein. Non, alors c'est pas alors, pour ce qui touche à la reconstruction post-burnout, il n'y a pas effectivement de financement possible. C'est pas, on n'est pas sur un acte de formation, hein, on est sur un acte de coaching. Alors il y a plusieurs alternatives. Effectivement, moi j'ai des personnes physiques, du coup personnes qui viennent me voir en direct. Donc, on échange ensemble sur ce qu'on peut faire effectivement en termes de prise en charge et d'accompagnement et en fonction de budget. C'est sûr que ça a un coût, objectivement, même si on peut se montrer très ouvert, ça a un coût personnel. Et après, ce qui peut arriver, des fois on a de bonnes surprises, c'est-à-dire que la personne peut s'adresser à son employeur pour demander si, dans le cadre de son accompagnement, de sa reconstruction, ils veulent bien le prendre en charge financièrement. Ça arrive, malheureusement beaucoup trop rarement, pardon, parce que bien accepter d'accompagner une personne en situation de burn-out, d'une certaine façon, c'est admettre qu'il y a eu un burn-out chez soi. Donc on est toujours dans une forme de déni. Hein, donc voilà. Alors que sur le long terme, en termes de RSE, c'est un énorme avantage pour l'entreprise, puisque c'est montrer la capacité de l'entreprise à se remettre en question, à accompagner la personne, y compris dans son projet de rebond. Donc, même vis-à-vis dans un intérêt plus égoïste de l'entreprise, vis-à-vis des partenaires sociaux, de l'affichage, de la politique RSE, c'est très positif. Ouais. Au final, c'est très, très positif. Mais bon, pour l'instant, c'est... Du coup. Puisqu'en corollaire, ça va aider l'accompagnement, peut-être, en tous les cas, que ça endigue aussi le risque de contentieux derrière. Exactement, c'est ça. Ce qui me fait le lien en fait avec ce que tu dis là, effectivement, c'est éviter un contentieux. Parce que moi, quand j'accompagne quelqu'un aussi, je veille aussi dans cette relation tripartite à garantir l'équilibre dans les rapports, parce que c'est très important la reconstruction et de partir finalement sainement et émotionnellement et personnellement à la tête haute, c'est quand même très important. Donc ça fait partie de la construction. Et puis après, il y a effectivement les possibilités de financement via, quand on est en procédure de séparation juridique, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Florence et Diane, sur incorporer dans l'indemnité de licenciement un accompagnement en reconstruction post-burnout, ça se fait aussi. Après, on a aussi des possibilités, alors un peu alternatives, de faire la partie reconstruction en mode reconstruction post-burnout, RPBO, et puis pourquoi pas faire la deuxième partie en mode bilan de compétences, la partie rebond. Alors au final, du coup, ça revient plus cher, mais il y a des aides. L'enveloppe mais le bilan de compétences, il est pris en charge par le CPF. Voilà. Et puis il existe des CPF, des bilans de compétences finalement plus réduits, sur 15 heures par exemple. Ce qui permet de diminuer le coût. Et finalement, comme tout le travail aussi sur la découverte des motivations, des drivers a été fait en amont, ça permet aussi de se projeter directement dans la phase. Bon, il peut y avoir des montages comme ça qui peuvent être faits. Voilà. Mais ça a un coût, et effectivement, c'est pas pris en charge. Oui, d'autant que je pense qu'il faut le préciser, la méthode RPBE n'est pas du soin. Hein, les consultants ne sont pas là en tant que soignants. Oui, donc, il n'y a pas de remboursement. Oui. Moi, on n'est pas. Je n'ai pas de. Comment dire ça, de compétences de formation soins médicales ou paramédicales. Donc, oui, c'est ça, voilà. Oui. Mais alors, cette question, elle est pourtant. Pardon, mais cette question de la prise en charge financière, je pense à une personne là, que j'ai eu au téléphone, qui était une personne qui a fait un burn-out, qui a mal conseillé, qui a démissionné tout de suite, qui est au chômage, qui a très peu de moyens, parce que on était sur un métier peu qualifié. C'est juste inabordable. Et donc, vous voyez, là, on se retrouve face à des personnes qui n'ont aucune possibilité, sauf à ce que, alors après, à titre individuel, les consultants peuvent faire des choses honorables, mais à titre exceptionnel, parce qu'on ne laisse pas tomber les gens. Mais quand vous êtes au SMIC, c'est totalement inaccessible, objectivement. Il reste que la possibilité d'aller consulter en centre médico-psychologique avec des délais d'attente selon les régions de 1 an, 1 an et demi, 2 ans.
Ouais, pour les avocats, il y a Même face à ça, on en est. juridictionnel. Alors, pour les avocats, oui, l'aide juridictionnelle, oui. La protection juridique aussi. Par l'assurance. D'accord. Mais après, c'est vrai que c'est limité quand même. Oui. Je dis ça parce que je fais le lien avec la question sur les agriculteurs et les indépendants. Alors, les indépendants et les entrepreneurs, c'est un peu différent parce qu'ils peuvent avoir, dans certaines situations, un confort financier qui peuvent leur permettre. Mais, et pas toujours, un indépendant ne gagne pas 10 000 et des cents. Ou un agriculteur, on est sur des revenus pas toujours très élevés et c'est très compliqué, effectivement, d'avoir une prise enfin, de se dire, bah, je vais investir, je vais donner des montants un peu comme ça à la louche, mais de se dire, tiens, je vais mettre 1 500 € pour ma reconstruction post-burnout, quoi. Enfin, c'est un budget, hein. Alors, même si on peut imaginer plein de. Enfin, voilà, enfin, je vous dis ça, c'est un peu mis comme ça sur la table. Mais c'est un vrai sujet. Tout à fait. Alors, question de Sandrine, quelles pourraient être les raisons d'un refus légitime de l'employeur pour un mi-temps thérapeutique? Alors, les refus légitimes, on n'en trouve pas tant que ça, hein, parce que il faut quand même que l'employeur soit un petit peu, faut qu'il soit fort là-dessus, parce que Oui, quand même, hein. Le médecin est quand même plus fort en théorie là-dessus. oui, non, parce que ça pourrait, si vraiment on est sur un emploi, par exemple, où la qualification est très particulière, on a besoin de cette compétence à 100% présente dans l'entreprise, parce que et puis les profils sont difficiles à trouver. Donc là, ça peut. Dans les petites structures où on a du mal à recruter, mettre quelqu'un à mi-temps thérapeutique, on va se dire, mais alors l'autre partie, on va jamais trouver quelqu'un pour assurer. Donc ça peut être une raison, par exemple. Après, c'est vrai que les raisons légitimes, c'est difficile parce que surtout que dans le mi-temps thérapeutique, ça peut se négocier au niveau de la répartition des jours de travail dans la semaine, des heures dans la journée, donc ça va pas forcément être si évident. Plus la structure est petite, plus on peut arguer. Mais en fait, si l'employeur met en avant un refus comme ça ne veut pas dire que l'employé devra systématiquement reprendre à temps complet. Parce que le médecin peut aller sur une autre piste, peut faire autrement. Non, disons que ce qui se passe, c'est que de toute façon… C'est une négociation, en quelque sorte. Exactement, c'est une discussion qui s'engage. Donc, ça veut dire que l'arrêt de travail se poursuit. L'inaptitude peut-être totale va finalement peut-être être prononcée. Le risque pour l'employeur d'invoquer un motif qui ne serait pas légitime, c'est dans le code du travail de toute façon, ou considéré comme pas légitime, c'est qu'ensuite le salarié poursuivre son employeur une fois qu'il a été licencié pour inaptitude en disant vous n'avez pas fait le nécessaire, vous n'avez pas respecté vos obligations de sécurité à mon égard, vous n'avez pas respecté les préconisations du médecin du travail et le motif que vous avancez n'est pas légitime. Mais c'est vrai que ça suppose de faire une procédure judiciaire ou au moins d'entamer une négociation par la suite, ce qui est quand même un travail pour un salarié. Qui est pour un salarié en burn-out, voilà. Comme ça a été dit, ça demande une mobilisation d'énergie qu'on n'a pas nécessairement à ce moment-là. Alors, Kim demande s'il y a une durée obligatoire de conservation des données du salarié, la messagerie pro, le dossier d'entretien annuel et des éléments comme ça. Est-ce que l'employeur doit conserver ça un certain temps? Alors oui, alors ça normalement, alors je sais que la plupart des employeurs ne sont absolument pas à jour là-dessus. C'est donc ils n'ont pas tout employeur, d'ailleurs toute structure a l'obligation de mettre en place un RGPD. Un RGPD, c'est pas seulement une petite mention qu'on met à la fin des conditions générales de vente ou à la fin d'un contrat de travail. C'est pas uniquement ça, c'est un registre qui est détaillé et qui reprend point par point les données qui sont collectées. Alors, ça peut être des fournisseurs, des clients, notamment des salariés, parce qu'il y a une partie qui est exclusivement consacrée aux salariés. Et dans ce registre va être mentionné les données qui sont collectées, les données personnelles qui sont collectées. Les données personnelles, c'est une définition très large. On pourra faire, si vous voulez, une autre visio ce sujet qu'on connaît. Oui, ça peut être intéressant, oui. Ça peut être intéressant. Donc, je ne vais pas m'étendre très longtemps parce qu'on n'a pas non plus. Mais l'idée, c'est que normalement, dans ce RGPD, on doit mentionner la durée de conservation. Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on est en infraction vis-à-vis de la CNIL, vis-à-vis de la loi informatique et liberté. Et le salarié a la possibilité d'exiger que ces données personnelles soient effacées. Et finalement, s'il n'y a pas de durée, il peut demander à ce qu'elles soient effacées
sans délai. Voilà. Alors, ça dépend quelles données, hein, mais je veux dire, les mails, par exemple, ou les éléments comme ça. Et Et la après, possibilité de récupérer le dossier. voilà, pour compléter effectivement les propos, il y a aussi des documents obligatoires qui doivent être conservés par l'employeur. Un certain nombre de documents, ne serait-ce que par en cas de contrôle de l'inspection du travail, de l'URSSAF ou autre. Ces documents, alors ça dépend du type de document, ça va en général avec les prescriptions légales qui sont fixées, donc c'est souvent 3 années pour la majorité des documents, mais il y a des exceptions, il y a des délais. Paye, voilà, choses comme ça, c'est essentiel de les conserver. Le contrôle du temps de travail, hein, si un salarié badge, etc., les relevés d'heures, ça effectivement. Et alors après, pour répondre précisément aussi, pour compléter à la question de Kim sur est-ce qu'on peut exiger d'avoir ces documents, c'est complexe puisque c'est suivant la nature du document. Donc nous, en matière contentieuse, on a souvent cette difficulté-là, côté salarié, c'est de vouloir récupérer quand le salarié n'a plus accès à sa messagerie, puisque évidemment elle a été coupée dès une mise à pied, une sortie des effectifs, etc., qui dit mais tout était dedans, etc. Eh bien malheureusement, on n'a pas la possibilité d'exiger, c'est-à-dire que même si on fait voilà des demandes en ce sens par conclusion ou ce qu'on appelle une sommation de communiqué d'avocat à avocat, en réalité, il n'y a pas d'obligation pour l'employeur de restituer, par exemple, des mails professionnels qui auraient été rédigés par le salarié qui servirait sa cause. Donc ça, c'est compliqué. Oui, là-dessus, j'ai une petite nuance. Hein. Je vais tout à fait. Enfin, je pense que par justement cette réglementation des conservations des données personnelles, à mon sens, mais c'est normal. Des fois, on n'est pas toujours d'accord, surtout que on essuie un peu les plâtres. Mais moi, à mon sens, je pense qu'un salarié pourrait, mais sauf qu'en pratique, les retombées pratiques sont très difficiles à obtenir, mais d'exiger quand même la restitution de toutes ces données personnelles. Ça, c'est parce que c'est quand même la loi qui le prévoit. Sauf que en pratique, ça se fait très rarement, c'est difficile. Après, il y a une procédure aussi qui peut se faire devant le tribunal judiciaire sur le fondement d'un article bien précis, 145, pour obtenir des éléments de preuve. Donc là, on est vraiment sur une bataille judiciaire. D'accord. Patricia demande, et là, c'est plutôt une fourchette indicative, combien peut coûter un accompagnement par un avocat pour une rupture conventionnelle? Est-ce qu'il y a de par l'expérience que vous avez pu voir auprès de différents cabinets, une fourchette qui peut se dégager? Comment est-ce qu'on calcule les… Déjà, les honoraires, c'est vraiment en fonction aussi des moyens. Vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais les honoraires d'avocat ne sont pas barémés, donc ils sont pas fixés par exemple les huissiers ou des choses comme ça où il y a un barème. Donc c'est vraiment déjà en fonction des moyens financiers du salarié. Et généralement, bon, si c'est uniquement entériner et vérifier la légalité ou mettre en forme une rupture conventionnelle, je dirais que c'est assez court à faire, c'est pas très compliqué. Et donc là, il faut compter entre 500 et 800 euros. Le problème, c'est que souvent, c'est pas ça. C'est-à-dire, quand on vient nous voir, c'est parce que il y a une négociation à mener, il y a un dossier à monter, là, il faut négocier, il faut croiser le fer. Donc, forcément, c'est plus long, forcément, c'est plus difficile. Donc, il faut compter entre 1000 et ça peut être jusqu'à 3000 euros si c'est assez long. Juste pour préciser, que les avocats, il y en a qui travaillent au taux horaire, hein, donc toute diligence est comptabilisée sous forme d'un taux horaire. Il y a des avocats qui travaillent au forfait. Voilà. Donc ça, c'est à chacun effectivement qui fait l'approche d'un cabinet d'avocat, que ce soit côté salarié, côté entreprise, évidemment, de demander ce qui se pratique. Oui. Et ce qui est important, c'est de régler cette question dès le départ et d'avoir une convention d'honoraires qui soit calée pour savoir où on va être transparent par rapport à ça. Oui, dès le début de l'accompagnement par un avocat, il y a une convention d'honoraires qui précise enfin, je sais pas comment dire, les prestations proposées. Voilà, avec le tarif. Il n'y a pas de flou. Effectivement, voilà. Pas qu'il y ait de flou. C'est-à-dire, on ne prend pas un avocat et puis 2 mois après, on reçoit une facture de 6 000 euros et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Non. Alors, je sais qu'à l'époque, ça se faisait. il y en avait. Ça n'arrive plus. Alors, peut-être que maintenant, ça arrive toujours. Enfin, en tous les cas, c'est pas du tout la politique de notre cabinet, ça, c'est sûr que non. Mais oui, la transparence, c'est essentiel parce que sinon, il faut qu'il y ait quand même un lien de confiance fort. Donc, c'est comme avec un médecin, il faut que ce soit très, très clair. Et puis aussi, l'avocat peut justement dire, tiens, il y a une protection juridique, peut-être qu'une partie des honoraires peuvent être pris en charge dans le cadre des consultations, parce qu'il y a des PJ qui le font.
Donc voilà, c'est effectivement très clair dès le départ sur les conditions et les modalités pour cet accompagnement. Oui, ouais, tout à fait. Et puis, est-ce qu'il est nécessaire, utile de se faire accompagner par un avocat pour une inaptitude? Ah bah, ça dépend. En fait, ça dépend si on veut obtenir. Alors, l'inaptitude, de toute façon, elle est mise en place quand on est salarié et qu'on est victime d'une inaptitude. Tout est mis en place par l'employeur. Donc, le salarié, quelque part, il se laisse porter. Voilà. Donc, si évidemment derrière il y a une frustration, des demandes, des réclamations qu'on veut fournir, ou si on estime que l'inaptitude est liée justement à l'attitude fautive de l'employeur, là évidemment il faut être accompagné. Oui, Enfin, il faut être accompagné d'un avocat pour justement préparer le dossier, faire émerger voilà. les Mais éléments, ouais, ouais. Mais c'est autre chose là, oui. oui, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou Ouais, moi pas? je vais juste rebondir sur. Remarque, oui. Je vois Laure hein, qui pose la question de quand le changement de lieu de travail ou de reconversion est quasiment Oui. impossible, que faire? Mm. Alors, la proposition, c'est de dire est-ce qu'on travaille sur l'équipe vie pro, vie perso? Alors, pour reprendre un peu ma présentation de tout à l'heure, en fait, ça dépasse ce cadre-là. En fait, c'est aussi travailler sur quelles sont mes valeurs, quelle est ma centralité au travail, par exemple. Quelle place avait mon travail? C'est aussi la prise de conscience. C'est pas que simplement mettre en place des modes, je sais pas, je vais faire du sport pendant 2 heures par semaine. C'est aussi quelle est l'analyse que je fais, quel est le regard que j'ai sur mon activité, sur ma charge d'activité, sur mon organisation professionnelle, et en fait, sur mes valeurs, sur ce qui me fait avancer. Et vous savez, quand on travaille là-dessus, moi, je suis toujours très surpris hein, par les ressources en fait qu'ont les personnes et leur capacité au demeurant, penser que il n'y a pas tellement de portes de sortie. Puis en fait, de la prise de conscience qu'en fait, des portes de sortie, il y en a plein. Parce que je parlais de négocier avec soi-même tout à l'heure, c'est aussi négocier avec soi-même, c'est de se dire j'accepte l'idée à un moment donné pour mon bien-être, pour ma santé, pour aussi peut-être un projet professionnel, de renoncer à quelque chose. Alors je vais renoncer à ma situation géographique ou je vais renoncer finalement à mon métier parce que je m'aperçois que j'ai des ressources pour peut-être en faire d'autres, alors que j'aurais jamais pensé. Voilà, je suis toujours très surpris par ça. Hein. On a Il des faut, ressources très impressionnantes en fait. Hein. et il faut Rien n'est changer de jamais paradigme. irrémédiable en fait. Oui. Ouais, il y a de ça. Et pour changer de paradigme, il faut en prendre conscience. Et donc tout ce travail qu'on fait hein, dans la compréhension, dans la partie comprendre, hein, ça sert à ça. Hein, c'est de comprendre qui on est. Je vous donne un exemple. Et puis après, qui m'avait un peu amusé. Alors, c'était une personne qui était dans un métier où l'environnement et le type de métier étaient très consensuels, très fermés, avec des portes fermées, peu de travail en équipe, très dans l'analyse. Bon, et on travaille sur son profil de motivation, etc. Et je lui fais passer un support comme ça, et la personne ressort en mode extraverti. Et je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui, c'est tout à fait moi. Quand je suis dans une salle, je prends le lead, j'aime entraîner les gens, il faut que ça échange, il faut qu'on... Ok, super, mais vous m'avez parlé, enfin toutes les séances qu'on a fait avant, en fait, c'était sur un métier qui était complètement à l'inverse de ça, en fait. Et là, prise de conscience. Ah bah oui, oui, ah bah oui, oui. Ah oui, puis d'ailleurs, c'est pas ce que je voulais faire quand j'étais jeune. Ah bon, mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que mon papa, il faisait ce métier-là. Et puis, en fait, j'ai été poussé à faire ces études-là et a été bien, enfin, en plus, a été diplômé d'un métier, bon, bref. Mais un métier totalement. Elle voulait, en fait, elle voulait être dans sa vie, elle voulait être artiste, créatrice, et elle n'était pas du tout là-dessus. Et en fait, c'est aussi à un moment donné de prendre conscience de ses capacités et de ses ressorts, en fait. Et on peut l'oublier, hein, parce que on a la tête dans le guidon, tout simplement. Et comme dit si souvent la grande philosophe Gaëlle Ménard, qui est mon épouse, quand on a la tête dans le guidon, il vaut mieux s'assurer que la route est droite. Oui. Écoute, c'est une philosophe qui gagne à être connue. Effectivement, oui, oui, oui. Un peu de pragmatisme. Très bien. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions, donc je vous remercie. Diane Lemoine et Florence Montaigne, donc du cabinet LM Avocat, pour cette intervention. Xavier Ménard, hein, avec son épouse philosophe.
sur cette intervention, sur la reconstruction post-burnout. Et on se retrouve pour une dernière session dans un mois qui sera consacrée à la prévention du burn-out. Voilà, merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Et prenez soin de vous.